l'éducation, elle se base souvent à travers un paradigme. Le nôtre, c'est vraiment transmettre des valeurs qui sont communes. Les valeurs éducatives, peu importe d'où on vient, peu importe qui on est, la confiance en soi, la fraternité, le courage, ce sont des valeurs qui sont intemporelles et qui sont pas endémiques à un lieu bien précis. L'idée, c'est vraiment de pouvoir aider tous les bénéficiaires qui passent par l'association à être une meilleure version d'eux-mêmes. AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé. Et si je dis bon matin, c'est qu'on est... Mercredi, c'est avec Karima. Voilà, c'est ça. Bon matin. Et qu'on est le matin. Oui. Bon matin Philippe, bon matin à tout le monde. Bon matin Karima, comment ça va aujourd'hui ? Ça va très très bien. Bon, alors je rappelle que vous êtes psychothérapeute, coach parental et familial, oui, et que vous organisez un nouvel événement très bientôt pour celles qui nous écoutent. Absolument, donc pour le mois d'octobre, donc le 14, 15 et 16 octobre, donc une retraite en fait méditative pour les femmes, donc ouverte qu'aux femmes, en Normandie, dans la vallée d'Auge, et donc c'est un week-end où on travaille sur le corps, les blessures du corps féminin, voilà. Donc au niveau psychocorporel, psycho-émotionnel, voilà, et on travaille sur nos mémoires, sur la famille, sur notre lignée de femmes, et on vient... Ah ça c'est votre truc en ce moment. Oui, en alors ce moment, la lignée de femmes en ce moment. Oui, absolument. Donc travailler là-dessus. Et l'arbre familial, ça c'est vraiment votre... Oui. C'est l'année. C'est l'année... Ça fait un moment déjà que je travaille là-dessus, mais là, c'est l'année dernière et cette année, j'axe beaucoup là-dessus. Ça va se passer où, cet événement ? Dans la vallée d'Auge, dans un gîte, donc privatisé, avec piscine, avec un espace incroyable dans la vallée. Donc. Et vous allez méditer avec tout ça ? On va méditer, on va se détendre, on va travailler aussi, on va nager, parce qu'il y a une piscine chauffée, couverte, c'est génial. Voilà. Attendez de voir le prix du chauffage. Peut-être qu'ils vont vous réduire la température de la piscine. Ouais. J'y avais pas pensé, Philippe. J'ai vu que Anne Hidalgo a dit qu'elle allait réduire la température des piscines de 1 degré. 1 degré, ouais. Vous avez vu ça ? Ouais. On va parler d'éducation ce matin avec notre invité. Il s'appelle Hamza Bouadoud. Bonjour et bienvenue. Bonjour, c'est Bouaoud. Bouaoud, voilà, oui. Président fondateur d'une association qui s'appelle Éduque pour tous à Argenteuil. Vous avez l'âge de raison puisque vous avez 7 ans. Quel est le principe d'Éduque pour tous ? À Éduque pour tous, on a deux missions principales. La première, celle de transmettre des valeurs éducatives, et la deuxième, de créer du lien entre les gens. Donc, sous ces deux missions principales, il y a pas mal d'onglets, il y a pas mal de choses qu'on met en place avec des process qui se veulent justement innovants. On a vraiment une flexibilité opérationnelle, et puis on arrive à maturité 7 ans après avec notre projet éducatif. Donc voilà, on est une carte supplémentaire dans le jeu de l'éducation. Alors c'est un projet pilote donc, qui se veut et qui va être modélisé. Mais qu'est-ce que vous y mettez, vous, dans ce mot d'éducation ? Qu'est-ce que vous avez comme tiroir ? Alors l'éducation, elle se base souvent à travers un paradigme. Le nôtre, c'est vraiment transmettre des valeurs qui sont communes. Les valeurs éducatives, peu importe d'où on vient, peu importe qui on est, la confiance en soi, la fraternité, le courage, ce sont des valeurs qui sont intemporelles et qui ne sont pas endémiques à un lieu bien précis. L'idée, c'est vraiment de pouvoir aider toutes les personnes, tous les bénéficiaires qui passent par l'association à être une meilleure version d'eux-mêmes, à justement vivre dans le respect des autres. Donc c'est du mieux vivre ensemble, pas juste du vivre ensemble, c'est du mieux vivre ensemble, c'est aider chacun à trouver un petit peu son chemin. Voilà, Et ce qu'on aime, Philippe, pourquoi inviter Hamza dans notre émission, c'est parce que justement, comme nos auditeurs et auditrices le savent, on encourage toujours toutes ces initiatives, donc un travail qui est sur le terrain. Terrain, c'est-à-dire en contact avec les familles, en contact avec les jeunes, avec les adolescents. Alors peu importe, comme l'a dit Hamza, qu'ils viennent d'où qu'ils viennent, en fait, ils sont les bienvenus, et de pouvoir vraiment offrir des chances, de pouvoir pratiquer certains sports, par exemple, de pouvoir sortir de son quartier, sortir de sa situation aussi, que ce soit dans sa tête ou dans son corps ou dans son quartier. Donc de pouvoir vraiment pouvoir profiter de tout ce que nous pouvons avoir ici en France. C'est pas justement limité qu'à certaines personnes ou à certains privilégiés. Et c'est ça que moi personnellement j'apprécie beaucoup dans cette association, c'est vraiment parler à tout le monde, et avec ces grandes valeurs qui nous portent, et de pouvoir les faire vivre au quotidien. C'est pas simplement du blabla.
et de dire ouais voilà, ça fait bien d'avoir une association de quartier où on va faire des trucs, où on va se limiter à certaines activités. Donc vraiment d'être au cœur des quartiers, au cœur de ce que vivent les gens, les jeunes et surtout la famille, et de pouvoir vraiment développer toutes les valeurs qui nous tiennent à cœur. C'est bien ça, Hamza? C'est bien ça pour ce qui est des valeurs. Après, pour ce qui est de l'appellation association de quartier, c'est quelque chose qu'on réfute. C'est quelque chose sur lequel... Vous été sûr, alors là, je l'ai vu, j'ai comme à l'entraînement, Karima. Donc, non, mais on est en famille, donc on peut tous dire. Absolument. Non, mais vous avez raison, mais c'est vrai que... alors, vous êtes association... Si vous n'êtes pas une association de quartier, vous êtes une association de quoi? Alors, sur cette appellation, on peut nous connoter à association de quartier uniquement parce que notre siège social est à Argenteuil, et parce que le gros de notre public est d'origine extra-européenne. Forcément, c'est une population qu'on a au-delà du périph'. Mais si demain on a des personnes qui sont au fin fond du Cantal et qui montent une association, on va pas dire c'est une association paysanne, on va pas dire non plus rurale, ou pour l'expression de Français de souche. On va vraiment parler, on va dire c'est des bénéficiaires. D'ailleurs, notre public à nous, il est mélangé, même si on a cette réalité qui fait que de par notre champ d'action, de par notre lieu d'action, on est sur Argenteuil principalement. On a ce profil de population. Nous, ce qu'on appelle de l'éducation parfois connotée populaire, c'est vraiment à destination de tous, qu'on le soit résident Paris intramuros ou qu'on soit sur Argenteuil. Nos besoins éducatifs sont les mêmes. Il y a un moment où on a besoin aussi de se développer. Un enfant de 12 ans, même s'il y a des spécificités, c'est sûr que si on est axé sur le dom-tom, il y a une connaissance du territoire qui doit être importante si on veut être impactant sur le plan éducatif. C'est exactement la même chose pour ce qui est d'Éduc pour tous. C'est pas un projet qui est endémique à Argenteuil, et c'est pas quelque chose qu'on veut laisser passer sur le plan de tout ce qui est éducation, association de quartier. C'est pas du tout l'idée. Notre projet, c'est vraiment un projet éducatif qui est intemporel et qui peut être mis en place partout. C'est ça. Voilà. Donc avec une adaptation, bien entendu. Bien sûr, parce que le fait de connaître sa population, de connaître envers qui c'est destiné, qui est notre public, donc c'est important de le savoir, parce que même si on a vocation à pas rester uniquement sur le quartier, il y a cette réalité aussi qui nous dit, voilà, les problématiques du quartier, c'est quoi? Par exemple, la question de la violence, la question, quand je parle de la violence, c'est la violence qui peut être à tous les niveaux, violence physique, violence psychologique, et donc dire que c'est pris en charge et que c'est transposable, en fait, c'était le mot que je voulais utiliser, transposable sur d'autres quartiers, d'autres populations. Mais sur quoi je voulais insister, c'est cette spécificité de bien connaître son public et de connaître les besoins de ces ados, de ces jeunes adultes, de ces familles, pour qu'elles puissent justement s'épanouir, tout simplement, s'épanouir et donner, comme tu l'as dit, Hamza, une meilleure version d'eux-mêmes. Oui, et d'ailleurs on le voit, dès qu'on a une bonne connaissance du public encadré, on a les bons codes, on est impactant. Sur certaines associations, on a eu longtemps sur les anciennes banlieues rouges des éducateurs, des animateurs, un petit peu des provinciaux, des gens qui étaient sur le plan ethnique, qui n'étaient pas des personnes qui avaient les mêmes caractéristiques que la population encadrée. Les banlieues rouges, c'était les anciennes mairies communistes. Voilà, post Seconde Guerre mondiale. Et puis derrière, on voyait bien que par moment il y a des incompréhensions, il y a notamment sur le rapport homme-femme, sur la place du travail, sur la place du sacré également. Qui est importante. Si on peut pas comprendre par moment la place que peut avoir dans certaines familles la place de la religion, on peut pas être très impactant sur le public. Et là-dessus, ça déroule. C'est sûr que on a un gros taux de familles monoparentales. Donc là-dessus, il faut aussi avoir les bonnes connaissances pour pouvoir justement donner une réponse sans être parti pris, mais vraiment pour donner une réponse adaptée à chaque situation. Peut-être que si vous aviez été, je vais grossir le trait, à Neuilly-sur-Seine, vous n'auriez pas fait les choses de la même façon. Bien entendu. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en fait, même si c'est pas une association de quartier, mais la population des gens du terrain fait que vous adaptez et que vous faites les choses d'une certaine façon.
déjà de prime abord, on s'est voulu association, on s'est constitué association de loi 1901. On aurait très bien pu s'inscrire dans le champ de l'associatif culturel, communautaire. Ça n'a pas été une volonté. Oui, bien on sûr. connaît, j'estime que en tant que président fondateur, l'association, l'éducation, il n'y a pas besoin d'être clivant, il n'y a pas besoin d'avoir une singularité spécifique sur ce champ d'action. On se voulait vraiment ouvert à tous, à destination de tous. Et 7 ans après, j'allais dire, le présent nous donne raison. Ouais. C'est la méthodologie qui est importante. Vous, par exemple, vous êtes issu du milieu de la boxe. Vous proposez de la boxe éducative. Vous m'expliquez ce que c'est que les vertus éducatives de la boxe? Alors, peu importe l'action éducative qui est mise en place à l'association, c'est toujours un prétexte pour viser l'éducation. L'éducation, elle peut très bien s'habiller de différentes manières. Elle peut être familiale, elle peut être nationale, avec pas mal de défauts, elle peut être religieuse, elle peut être sportive. Il y a certaines personnes qui sont éduquées avec le sport, j'en fais partie énormément. Donc c'est toujours un prétexte. À travers la boxe, par exemple, on va hisser le travail sur la confiance en soi, sur certains profils, sur la discipline. Si on parle de boxe, on est obligé de parler de Mohamed Ali. Si on parle de Mohamed Ali, on est obligé de parler du contexte social, des droits civiques, de la lutte pour les droits civiques. Et des punchlines de Mohamed Ali. Exactement, ça rentre là-dedans, et derrière on conscientise. Il y a la question de l'identité, et c'est un fil conducteur comme ça où on travaille à travers nos 5 axes éducatifs qui sont justement l'éducation familiale, au pluralisme, physique, territorial et corporel. Donc on aura l'occasion. Ça, c'est les 5 axes. Voilà, c'est notre projet éducatif. Toutes nos actions éducatives visent une finalité éducative. Donc on est obligé d'avoir cette rame à l'esprit. Pour vous donner un exemple concret, on n'ira pas au parc d'Astérix. Voilà, sur le plan éducatif, ça nous apporte pas grand-chose. Moi, ça me parle ce que vous dites. J'entends. Même si au comité d'entreprise, tout le monde veut les places pour aller au parc Astérix, mais moi, ça me parle ce que vous dites. Nous, c'est toujours de l'animation au service de l'éducation. Déjà, avant toute chose, nous... Mais vous irez au Père-Lachaise. On est parti au Père-Lachaise, naturellement. Visite guidée. Ah bah oui, on est obligé. Mais est-ce que vous êtes allé voir les tombes de Jimi Hendrix Oui, on est passé. On a eu une superbe conférencière. Tout ça, vous bien sûr. Jim Morrison, parce que Karima est souvent le soir avec ses bougies sur la tombe de Jim. J'ai 1 ou 2 tombes en tête, j'espère qu'elle y passe pas. Non, avec vos bougies Non. Donc, quand j'étais ado, peut-être, oui. Non, mais c'est la différence. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est pas la même finalité. Non, on parlait justement là de la sortie au musée du Père-Lachaise. Ça rentre dans l'axe de l'éducation territoriale, qui est la promotion de la culture, de l'histoire et de la langue française, qui est développer la citoyenneté, qui est un travail sur le civisme et sur la civilité. Et quand on habite ces valeurs-là, ça se traduit par des actions éducatives qui sont concrètes. Là derrière, faire un laser game, ça nous parle pas. Voilà, faire des actions qui sont dénuées de sens. On répond à un besoin avant toute chose. Si aujourd'hui on est une éducation et on est sur un travail, une vraie légitimité avec les services éducatifs déjà existants, et qu'on apporte également quelque chose de frais, quelque chose d'impactant, qu'on est très efficient, c'est aussi parce que derrière on répond à un besoin concret. Le laser game, c'est pour le team building. Oui, on l'utilise. C'est un prétexte, comme l'a dit Hamza. C'est des prétextes justement pour tisser du lien. Ça sent la soirée de fin d'année, ça. Décembre. Oh là là, il y a le laser game qui arrive. Pour pouvoir se connaître aussi. Moi, je suis curieuse, Hamza, de connaître un petit peu le parcours. Là, par exemple, quand tu parles de la sortie au musée Père-Lachaise, j'ai regardé un petit peu aussi sur les photos, sur le compte Instagram, la sortie au l'Institut du monde arabe, et de voir en fait ces différentes cultures et de voir en fait donc cette ouverture pour ouvrir l'esprit. Je suis curieuse en fait de savoir, avant d'arriver à la sortie, est-ce qu'il y a un programme, justement on parlait d'éducatif, un programme pédagogique aussi pour amener justement les bénéficiaires qu'à la fin en fait il y a cette sortie, il y a cette visite, mais qu'avant ça, comment ça se passe en fait? Voilà, c'est ma question. Voilà, et à laquelle Hamza répondra
Après une page de publicité. Alors vous savez, on parle beaucoup d'éducation dans cette émission et toute l'année avec Karima Chedibaoui. Nous avons aujourd'hui invité Hamza Bouaoud, qui est président fondateur de Éduc pour tous. C'est à Argenteuil. Je l'ai bien prononcé là, vous avez vu? J'ai bossé. Il y a eu un vrai effort. Non, mais le temps d'une courte page de publicité, très courte, j'ai pu bosser. Votre initiative nous intéresse parce qu'effectivement, elle est différente. Ça fait 7 ans que vous existez aujourd'hui. Est-ce que le projet initial et le projet que vous avez fait aujourd'hui, ou les réalités du terrain, vous ont fait quand même évoluer et modifier votre projet de base? La trame qui est la nôtre est restée la même. Ensuite, bien entendu, il y a l'expérience qui s'acquiert que sur le terrain, donc on adapte, on peaufine. J'ai presque envie de parler, on affine un petit peu notre projet éducatif. Il y a également la théorie et il y a la manière après opérationnelle de mettre en place ce projet éducatif. Et aujourd'hui, on peut estimer qu'on arrive à le mettre en place fortement sur deux tiers. Il nous reste quand même un tiers où on aimerait développer d'autres choses, et là, c'est un souci de compétences, de personnes. Voilà, parce que là, vous travaillez sur de l'humain en mouvement, puisque c'est de l'ado. Principalement. Oui, entre 10 et 18 ans, et tout le monde sait, les parents qui nous écoutent savent à quel point il peut être parfois difficile de motiver, de mobiliser et de faire bouger des ados. Tout à fait. Pour information, c'est vrai que j'aime à rappeler que l'association est à destination de tous et que le gros de notre public a entre 10 et 20 ans. Après, on peut très bien avoir des adultes en fracture sociale, on peut très bien avoir des adultes pour qui tout se passe bien, mais il n'y a pas de permis de parentalité. C'est vrai que être parent, ça s'apprend un petit peu sur le tas. Et comme bon nombre de choses, il faut tendre l'oreille, il faut demander conseil, il faut se former. Donc on a des personnes qui participent à des actions éducatives, j'allais dire juste pour s'améliorer, pour acquérir des compétences. Le gros du public reste des adolescents, des préadolescents ou des jeunes majeurs. D'accord. Et justement, avant qu'il y ait la pub, j'avais posé une question à Hamza, lui demandant donc quel était le processus en fait dans lequel s'engagent justement ces jeunes personnes, vos bénéficiaires, et comment en fait vous voulez travailler ce processus pour arriver en fait, pour pouvoir en fait répondre aux 5 axes. Alors je ne sais pas si les activités que vous faites répondent aux 5 axes en même temps, ou bien c'est ciblé sur le plan familial, le plan territorial, le plan corporel. Parce que j'imagine les activités que vous choisissez, par exemple la boxe, parlais tout à l'heure de la boxe, c'est quand même une discipline qui est plutôt transversale et qui va pouvoir nourrir en fait les différents champs, les différents piliers en fait de votre de l'association, sur votre projet. Voilà, tout à fait. Sur les actions éducatives, on prend par exemple la randonnée. Sur la randonnée, ça reste une action éducative qui découle de l'axe de l'éducation physique. Lorsqu'on se rend en randonnée à Auvers-sur-Oise, donc on est sur les sentiers des peintres impressionnistes. Oui. Des peintres. Oui. Voilà, on est obligé de parler de Vincent Van Gogh, de son frère. On peut-être même s'arrêter sur sa tombe. Bien sûr, voilà. Ouais. Donc là, on commence à glisser tout doucement sur l'éducation territoriale. Okay. 2 semaines après, on se rend au musée avec toujours un conférencier, une conférencière, pour vraiment être impactant, et on découle. Donc les axes éducatifs, ils sont pas cloisonnés. Il y a vraiment un travail qui est transversal. Nous vraiment, l'axe éducatif principal est cité. Après, bien entendu, si on fait de la boxe, si on se rend sur des expositions qui traitent de l'égalité homme-femme, on va être sur l'axe d'éducation corporelle. Lorsqu'on se rend à l'Institut du monde arabe et qu'on bénéficie d'un partenariat, là on est dans le respect de la différence, on est dans l'axe d'éducation au pluralisme, on est dans favoriser l'échange entre les différentes personnes. Donc voilà, on a un travail qui est pas... les axes éducatifs sont pas antinomiques. Donc vraiment, on est sur une globalité. Ok, donc vraiment une approche intégrale, finalement, donc de ce que peut vivre comme votre public, le public de l'association, et entre 10 et 18 ans, enfin c'est ouvert à tout le monde, 20 ans, d'accord, on est ouvert à tous. Mais jusqu'à 20 ans, et donc du coup c'est une étape qui est importante, de pouvoir s'ouvrir à l'autre, de pouvoir se connaître aussi son histoire, et connaître l'histoire de son pays, connaître aussi les valeurs qu'il porte, et qui peuvent être vraiment des chances énormes d'ouverture et d'aborder, en fait. Moi, ce qui m'intéresse énormément ici, c'est de pouvoir aborder des thématiques, des mises en situation aussi, à côté de l'école. Et ça, c'est fondamental. Alors, je ne veux pas dire que vous substituez, ni que vous voulez avoir cette
j'allais dire cette prétention, même si vous avez largement les moyens de pouvoir le faire. Mais même si l'éducation, c'est quand même les prérogatives de l'école. De l'école, exactement. Bien entendu. Mais alors, sur cette appellation, c'est bien qu'on en parle, parce que nous, on fait de l'éducation, on ne fait pas de l'instruction. Donc derrière on transmet des valeurs éducatives. On est beaucoup plus sur le contenant que sur le contenu. C'est pas nous derrière, bien entendu. Lorsqu'on va au musée, il y a du flux d'informations, on acquiert des connaissances, mais c'est pas notre mission principale. On est vraiment sur, j'allais dire, pouvoir travailler sur le réceptacle qui va permettre d'accueillir après une instruction. On a tous en mémoire qu'à l'éducation nationale, qu'à l'école, si on n'a pas le comportement, les codes nécessaires, on peut pas suivre une scolarité, j'allais dire, exemplaire. C'est pareil pour n'importe quel art, n'importe quel apprentissage. Si on n'a pas les codes, on peut pas aller de l'avant. Que ce soit apprendre à cuisiner un dimanche après-midi ou que ce soit suivre une formation. Donc on est beaucoup plus nous axés sur le travail, j'allais dire, du verre que sur le contenu en lui-même. D'accord. Et justement par rapport à ce contenant, justement les animateurs et les éducateurs, les intervenants, bon vraiment là dans les. C'est carrément, on va être bien. Moi je pense que après la deuxième page de publicité, on aura tout le glossaire. Ça sera ok. Donc les éducateurs, donc les intervenants, qui sont face aux bénéficiaires, c'est quoi en fait exactement vous en tout cas vos exigences, je veux dire ça comme ça. Par exemple, s'il y a des personnes qui ont envie de venir et de travailler avec vous et d'intervenir auprès de ces jeunes publics, c'est quoi les prérequis pour eux et les qualités que vous recherchez? Que ce soit en qualité de bénéficiaire ou que ce soit en qualité de membre de l'association, on est vraiment sur de la libre adhésion. On fait pas avancer les gens avec un bâton. On est vraiment une équipe pluridisciplinaire. Oui. Sauf s'ils traînent lors de la randonnée de 150 km que vous leur obligez à faire pieds nus. Mais ça va, il y a un travail autre que celui du bâton. On va parler de dépassement de soi là. Voilà, on est sur autre chose, mais les mots ont leur importance. Et lorsqu'on nous dit animateur, c'est pas juste, j'allais dire, pour titiller ou juste une histoire d'ego. C'est que réellement on n'est pas que des animateurs. Dans l'équipe de l'association, il y a des personnes qui sont plutôt sur la partie administrative, sur la partie comptable, qu'on voit pas, qui sont pas en face à face et pédagogique, qui sont pas avec le public et derrière qui ont leur importance. Donc j'ai presque envie de te dire que c'est comme n'importe quelle pratique. Il y a un ADN à Éduc pour tous. Oui. Si demain vous jouez même au rugby dans n'importe quel club, vous jouez au rugby à Toulouse ou alors en région parisienne, ça reste le même sport, ça reste du rugby, mais il y a une manière de faire. Il y a un ADN, il y a une saveur, et encore plus à Éduc pour tous quand on sait qu'on a fait le premier quinquennat, donc 2015-2020, le premier volet d'Éduc pour tous en total bénévolat. Donc sans aucune subvention. C'est une aventure qui aujourd'hui a 7 ans. C'est sympa, on commence à récolter les fruits de notre travail, mais elle a commencé avec une Clio prêtée par le frangin, 200 000 km, une quinzaine d'euros sur le compte, et beaucoup de gens qui nous ont fait confiance. Et c'est un pari qui est gagné aujourd'hui, mais ça a été un pari qui a mis longtemps à... Oui, et ce que tu ne dis pas, Hamza, c'est que derrière ça, on entend, et quand on t'entend, quand tu en parles et la manière dont tu en parles, tout ce qui se dégage de toi, il y a la vocation, la question de la vocation. Donc pour pouvoir, j'ai l'impression. Et quand je parle d'animation, pour moi, je reviens à l'étymologie du mot animé, il y a le mot âme dedans. C'est donner de l'âme. Exactement. Et on fait le même métier, puisque un animateur de radio, Karima, c'est quelqu'un qui donne de l'âme à. Exactement. Ça vient de là, en fait. Exactement, ça vient de là, et c'est vivant. C'est quelque chose qui est vivant. Il y a des éducateurs, des agents polyvalents. Alors si on veut vraiment être au plus juste, c'est des agents polyvalents. Non mais il faut. Vraiment pour que nos auditeurs puissent bien l'entendre et le comprendre, parce que c'est vrai, se dire c'est quoi la valeur ajoutée, c'est quoi la différence. C'est dans ce sens-là. C'est dans les process. Voilà. C'est dans les process. C'est dans. Je prends un exemple tout simple. On prend le monde éducatif. Beaucoup ont des horaires de fonctionnaires. On est sur du 9h, 8h pour les lève-tôt, 17h.
quand on sait que le public est libre et hors de l'école, je parle pour les plus jeunes, sur le week-end et en fin de journée, je vois pas un petit peu la cohérence là-dessus. Nous, on a une plage horaire qui est vraiment très flexible. Un coup de fil à 22h, parce que le mal ne prévient pas, le mal-être n'envoie pas de texto. Il faut pouvoir répondre au présent. Il faut cette flexibilité, donner du sens. Il faut pouvoir être sur le terrain avec des personnes compétentes, j'allais dire, à toute heure. Ouais, donc une disponibilité totale. Une vraie disponibilité. Et là-dessus, ça nous renvoie à ce que tu disais tout à l'heure. Tu parlais justement d'animer dans notre travail. Pour moi, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, ce sont vraiment des sacerdoces. Il faut vraiment aimer faire ça. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de gens qui font ces métiers par dépit, et non pas par choix. Et on a eu, nous, ce souci-là, de manière très courte, à l'association, ou même en travail partenarial, avec des gens qui n'avaient pas le même niveau d'engagement. Et arriver à ce niveau-là, ça peut paraître par moments pour de la condescendance. Mais lorsqu'on donne un rendez-vous un samedi et qu'on nous rétorque « Ouais, mais je bosse pas, ça m'intéresse pas. » Moi, comme d'autres membres. On revient très fraîchement là d'un séjour éducatif en Corse pour vraiment vous illustrer à quel point l'engagement est fort. On a, nous, des encadrants qui sont partis avec nous, avec les nuitées, avec tout le travail d'engagement qui est le nôtre, qui nous ont gentiment proposé de ne pas être payés, tellement ils croient en ce projet éducatif. Parce qu'on sait très bien que c'est une petite association, on a une trésorerie. Quand je dis petit, c'est pas infamant, c'est pas pour se diminuer. C'est juste que si on veut être vraiment indépendant, il faut être aussi indépendant financièrement. Si on veut mettre en place ce qui nous semble être bon, il faut pouvoir derrière avoir les leviers nécessaires. Et c'est comme ça, c'est une vraie mentale qu'on a dans cette association-là, et on espère la diffuser aux bénéficiaires. Mais on en parlait hier, Karima, l'argent, c'est le nerf de la guerre des associations. Absolument. Parfois, l'argent, c'est pas plus d'idées et plus de résultats. Parce que l'engagement dont vous parlez, il n'a rien à voir avec de l'argent. C'est des gens qui croient en ce qu'ils font. Bien sûr, et dans cet éventail de personnes qui sont à l'association, on a les personnes qui sont totalement dévouées à cette cause-là, qui ont tout mis. Donc ça va sur le plan de la vie personnelle, ça va sur le plan de la vie professionnelle. Je parlais de Paris gagné, il faut pas avoir de plan B. C'est vrai que souvent on aime à dire il faut avoir un plan A, un plan B. Nous on n'a pas de plan B. Si tu as un plan B, c'est que tu n'as pas de plan. Et c'est que surtout Karima, vous êtes d'accord avec ça? D'accord avec ça. On peut citer la référence. Steve nous écoute ce matin. Donc, je sais qu'en plus qu'il nous écoute ce matin. Donc voilà, Steve, voilà. Ouais. Moi, j'estime que si on a un plan A solide et qu'on met tout, on peut espérer réussir. Et on a dans cet éventail des personnes qui nous aident ponctuellement. Donc voilà, le niveau d'engagement, c'est pas le même pour tous. Et derrière, c'est ce qui fait qu'on arrive un petit peu à sortir plus que la tête de l'eau 7 ans après. Voilà, et on met en lumière ce matin, Karima, un projet pilote, une association qui s'appelle Éduc pour tous à Genteuil. Et nous avons Hamza Bouaoud, qui est président fondateur de cette association et qui vient nous en parler. Vous êtes sur une population qui est en construction. On en parlait tout à l'heure, ce sont les ados. Je peux savoir, qu'est-ce que vous leur apportez, mais que vous êtes les seuls à leur apporter finalement? Il est où votre plus grand succès dans le projet que vous avez élaboré? J'ai envie de dire dans le savoir-être. Voilà, dans cette pluralité des profils, on habite les valeurs qu'on véhicule. C'est quelque chose qui est tangible, c'est quelque chose qu'on ressent. Lorsqu'on pousse un petit peu le champ des possibles, c'est vrai qu'on a beaucoup de phrases comme ça qui sont plaisantes, parfois un peu même démagogues. Et lorsque sur le terrain, c'est traduit de manière opérationnelle, ça nous donne une génération qui se construit dans un monde qui va de plus en plus vite, où de moins en moins de choses ont de la valeur, où les mots ont de moins en moins d'importance, et ce qu'on représente prend plus d'importance que qui on est réellement. Et ça, c'est important. Alors le savoir-être, aujourd'hui, ça fait partie de ces fameuses compétences douces, qui sont importantes en entreprise d'ailleurs, qui sont valorisées, qui sont presque aujourd'hui mises au même plan que le savoir-faire, puisqu'aujourd'hui on embauche aussi un savoir-être, un comportement en entreprise. Exactement, et à travers ce que vient de dire Hamza, donc ces compétences, on les appelle aussi les compétences psychosociales.
et justement à l'âge donc de ces jeunes adolescents, jeunes adultes qui sont en pleine formation, à l'époque période charnière, où ils sont en train de construire leur savoir-être, qui ils sont, et donc de se découvrir à travers le sport, à travers des valeurs, comment les faire vivre au quotidien, et donc du coup avoir des adultes autour d'eux qui vivent aussi parce que j'imagine que quand vous êtes en randonnée, là tout à l'heure tu parlais de randonnée, quand vous êtes en randonnée, que vous êtes en train sur les différents nivelés à monter, surtout là vous étiez en Corse, donc ça monte, ça descend et ça redescend et ça tourne, donc moi je connais bien, voilà, je suis corse, donc et de voir aussi l'éducateur qui est là aussi à faire un effort sur lui-même et avec lui-même, tu parlais d'impact, j'imagine que ça vaut 10 000 discours. Hein. Bien sûr, on habite vraiment les valeurs qu'on essaye de véhiculer, d'inculquer au public. Là, on parle du séjour éducatif. Le séjour éducatif, il vient j'allais dire, traduire tout le travail qui a été mis en amont avec ce public-là. C'est le dernier maillon de la chaîne éducative. Oui. Après cela, cette génération-là qui est rentrée en 2015-2016 à l'âge de 12-13 ans, qui aujourd'hui sont des jeunes majeurs, pourront soit quitter l'association en qualité de bénéficiaire, soit rester à l'association, car il y a un gros travail en épi. Il y a vraiment, on aime cette maxime un petit peu une fois qu'on boit l'eau du puits, on le remplit. C'est quelque chose qui se ressent à l'association, et c'est un petit peu pour la génération manga, notre Nindo, c'est un petit peu la flamme de Konoha qu'on donne aux gens, et ça se ressent sur le public. Tous les jours sur l'association à Argenteuil, on a ce qu'on met en place, ce qu'on arrive à mettre en place. Il y a la tournée du pain. Donc on récupère les invendus des boulangeries environnantes, qu'on redistribue derrière à des points de dépôt. Et donc là, c'est un prétexte une fois encore pour traduire, pour transmettre un petit peu de solidarité, pour traduire un petit peu d'engagement. Parce que lorsqu'on finit une journée de travail et qu'on doit être à 20h pour participer à la tournée du pain, et qu'on a 16-17 ans, derrière, on sort un petit peu des sentiers battus et on explique aux gens, voilà, ça c'est la réalité, ça c'est la vie, c'est pas juste ton cocon, ta petite famille, on est très impactant, voilà, dans les manières de mettre en place les choses, que ce soit en court terme, que ce soit en moyen terme. Donc je vais pas rentrer un petit peu dans les détails pour pas perdre le public, mais voilà, on est assez impactant et on est assez innovant. On est très efficient à l'association. Et juste pour avoir une ordre d'idée, je vais te faire rentrer un petit peu dans le détail. Par exemple, une journée type dans séjour éducatif, par exemple la première journée, ou comment ça se passe une journée, le réveil, donc le matin, j'imagine. Alors, au fil des randonnées, en fait, on a eu le sentier le célèbre sentier du GR20 sur toutes les bouches. Donc on a eu le public depuis 2018. Le plus beau sentier de France, Karima, on peut le dire. Oui, j'ai presque envie de dire d'Europe, presque. Du monde, allez, on y va. Certains me diront non, mais en tout cas c'était magnifique. On a préparé sur le plan émotionnel, sur le plan physique et sur le plan tout ce que j'aime, moi, intellectuel, le public, et on devait franchir les 180 km de ce grand trek, de cette grande randonnée. On a échoué sur le plan sportif, donc on n'a pas réussi, mais sur le plan éducatif, on a été plus qu'impactant. Donc derrière, il y a le fait de digérer j'allais dire presque un échec, mais il n'y a pas vraiment d'échec, il y a beaucoup d'apprentissage, mais voilà, sur le fait de ne pas avoir réussi à aller jusqu'au bout, malgré tous les moyens qui ont été mis en place. Et derrière, vis-à-vis du public, c'est pas des vacances, j'allais dire, dans le sud ou farniente. Voilà. C'est une préparation, c'est un aboutissement. Je suis certain que ça a été impactant éducativement pour des personnes dans 10-20 ans. Tout le monde s'en souvient. Oui. C'est un peu comme aller à la Coupe du Monde à Doha. Ah oui, à Doha, oui. Pour les enfants de Sarcelles. On n'ira pas, nous, à Doha. Oui, on en parlait. C'était notre grande conversation hier soir. Qu'est-ce qui est le plus impactant? D'aller à la Coupe du Monde, d'avoir le voyage. Oui, c'est clair. C'est du divertissement. Surtout quand c'est quelque chose qui est offert juste comme ça. Là, on voit vraiment un travail. Je marche. Donc je vais faire une randonnée, je suis avec les autres, je dois supporter les autres, je dois supporter aussi mon corps. Tout ce qui est donc dans le dépassement de soi au niveau corporel, mais aussi tout ce qui se passe dans la tête, émotionnel, parce que quand on traverse le maquis, il y a les odeurs,
Il y a Bien beaucoup de sûr. choses qui se passent, Nos yeux. donc il y a tous nos sens, il y a la vue, exactement, nos yeux, il y a notre histoire personnelle, et c'est à l'âge où ces enfants ont besoin justement Ils se de... construisent. Bien Exactement, entendu, donc je trouve que c'est magnifique. On parlait justement de l'éducation territoriale. La Corse, ça n'a pas été choisi au hasard. Donc on a la réputation de la Corse, on a ce côté un petit peu il y a que l'entre-soi, ils apprécient que les gens issus de l'île. Et puis finalement, lorsqu'on se rend compte que ce sont des Méditerranéens, que lorsqu'on se rend quelque part, on respecte les gens, on tient les bons codes. C'est comme partout, on est respecté parce qu'on respecte justement. Et on a eu de l'hospitalité tout le monde nous a invités, on a été respectés. Oui. Et ça quand on a 16, 17, 18, 19 ans et qu'on a vraiment comme ça des croyances communes qui ont bon dos, et derrière on montre le contraire dans la réalité. Eh oui, donc il y a une grande réactualisation des clichés de ce qu'on peut voir ou entendre ou de ce qu'on peut imaginer. Donc du coup, tout est balayé en fait, et donc il y a une mise à jour en fait qui est faite, et c'est ça qui est magnifique. Qui est mise à jour, et que ce soit de la part des bénéficiaires ou des gens même qui accueillent. Oui. On parlait tout à l'heure d'associations de quartier. Si demain on met en place ce projet éducatif là dans Paris Intramuros, à aucun moment, si je m'appelais Mathieu, on me dirait que je suis une association de quartier. C'est uniquement parce que je suis franco-maghrébin et que derrière on aime bien connoter, enfermer les gens dans des espaces. C'est pour ça que je me permets un petit peu, et je sais que c'est pas mal pris, de reprendre un petit peu sur les terminologies, parce que nous ce qu'on fait c'est de l'éducation de base. Après pour les spécificités, c'est pas à nous de dire en quel Dieu croire, c'est pas à nous de s'habiller, j'allais dire d'être les nouveaux hussards de la République. C'est pas du tout comme ça qu'on venez comme vous êtes. Voilà. C'est comme la célèbre marque de sandwich. Oui. Venez comme vous êtes, voilà. C'est venez comme vous êtes, et on n'élude aucune question. Voilà. Super. Il y a l'actualité. Moi, je trouve ça sur l'éducation, justement, sur de la jeunesse, je trouve ça un peu déplorable lorsqu'on a l'éducation nationale. Il n'y a pas que, mais certaines personnes, certains adultes qui bottent en touche sur certaines questions. Je veux dire, la nature a horreur du vide, le cerveau d'un adolescent encore plus, les bénéficiaires encore plus, même les adultes. Il faut pouvoir répondre à une question, adapter. Il faut pouvoir. Mais là, quelle est votre pédagogie justement sur les sujets d'actualité? Vous faites quoi? Vous reformulez? Vous écoutez l'ado? Alors, on se met pas à faire une chronique tous les jours sur l'actualité. De toute façon, mais c'est ça qui les intéresse aussi. Oui. Beaucoup, et pas que, et puis ils sont aussi à l'âge où ils s'identifient. Donc je parlais d'équipes pluridisciplinaires. Dans l'équipe, on a des gens qui ont des parcours bien différents, que ce soit même professionnellement, qui viennent du monde du privé, qui viennent du monde du public. On a même nous des gens qui nous ont aidés, qui sont pour certains connotés très à droite. Et ça c'est les gens qui nous ont le plus aidés parfois sont pour la remigration de masse. C'est marrant parce qu'on les rencontre via le coaching, via pas mal de choses. Donc la réalité, elle nous montre que le réel a une place que l'idéologie n'a pas. On n'est pas des idéologues de salon, et ça se ressent. Aujourd'hui, on a un projet qu'on fait avancer, on rencontre des gens qui viennent avec leurs craintes, des gens qui viennent aussi avec leurs croyances, et que ce soit en qualité de bénéficiaire, que ce soit en qualité de membre, ou même de personnes qui veulent donner de leur temps, on respecte les gens. Toujours. Bienvenue sur le terrain. Parce que le terrain, voilà, le terrain, comme toujours, ça vous ramène à la vraie vie. À la vraie vie, à la réalité. Il y a les plateaux de télévision et puis il y a la vraie vie. Il y a le réel. Et il y a ce qui intéresse pas beaucoup de gens. Le terrain, la réalité. Donc c'est sympa, un verre à la main dans un salon de se raconter des belles choses. Mais le terrain, c'est autre chose. Quel est l'avenir d'Éduc pour tous, Hamza? On arrive à 7 ans. L'idée maintenant, c'est de capitaliser en données, c'est de capitaliser sur un support tout ce qui a été vécu en action éducative. Ne serait-ce que cet été, ça a été 32 actions éducatives, donc c'est très prenant. Une randonnée, c'est 8h, 20h. En sachant le travail de préparation qu'il y a la veille. Donc là, aujourd'hui, à l'image d'une start-up innovante, sociale, le but, c'est de marquer l'essai. Le but aujourd'hui, c'est d'amener ça, non pas juste en qualité de partenaire sur le plan communal ou même préfectoral, c'est vraiment de s'ouvrir à toutes les personnes qui ont envie, qui ont les compétences de marquer l'essai, d'amener ce projet de 7 ans, de légitimité, de crédibilité à un autre niveau. Donc aujourd'hui, on va devoir
pouvoir salarier des gens, avoir aussi un local parce qu'on n'a pas de locaux. C'est vrai que je le dis pas parce que c'est pas le premier truc qui me vient à l'esprit, mais on fait tout de la maison. Je parlais d'engagement. Aujourd'hui, notre QG, c'est mon domicile. Oui. On est en connexion avec un bailleur social, mais c'est comme tout, c'est un billard à plusieurs bandes. Si le maire d'Argenteuil ou les bailleurs sociaux d'Argenteuil nous écoutent ce matin, et ils nous écoutent très nombreux à Argenteuil. Absolument. Éduc pour tous a besoin de vous. Merci d'avoir été avec nous, Hamza. Merci, Hamza. Merci à vous. Karima, on vous retrouve mercredi. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Et très belle journée santé sur Beurre FM.